Aujourd'hui, on parle de comment l'écriture web est différente de l'écriture de texte telle qu'on l'a apprise à la petite école avec mon invité du jour, Tatiana Saint-Louis. Bienvenue à l'épisode 79 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode 79. Et aujourd'hui, on parle de comment l'écriture web est différente de l'écriture de texte telle qu'on l'a apprise à la petite école avec mon invité du jour, Tatiana Saint-Louis. Tatiana a un blog qui s'appelle M ta marque, c'est son entreprise. Et essentiellement, elle encourage les femmes de tous horizons à développer leur potentiel et à suivre leurs ambitions à travers ce site internet-là, à travers un blog et à travers aussi des formations qu'elle fait. Donc, chaque semaine, elle partage ses réflexions, des trucs, des astuces et des conseils en branding, en visibilité web ou encore en entrepreneuriat, sur la rédaction également et sur le développement personnel pour ainsi mieux aider ces femmes-là à raconter leur histoire à travers une marque personnelle qui est authentique. Donc, M ta marque, c'est simplement mtamarque.com pour le site internet. Et ça offre des outils, des formations et du coaching à travers des cours en ligne, des e-books, des vidéos, des services qui sont offerts directement sur ce site-là. Et évidemment, son but, c'est d'aider les gens à cheminer vers leur propre définition du succès. Donc, M ta marque, c'est une communauté de femmes et d'hommes et aussi, mais essentiellement visée directement envers les femmes et qui croient dans le pouvoir de l'entraide et du partage. Tatiana viendra nous parler aujourd'hui de comment l'écriture directement orientée vers le web est différente de ce qu'on apprend à la petite école. Et je pense que c'est une invitée qui est tout désignée pour nous parler de ce sujet-là. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Tatiana Saint-Louis, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire au facebook.com/M Marco Bernard. Encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Sinon, je vous invite à m'écrire personnellement sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca. Et vous pouvez aussi le faire via mon site internet sur le marcobernard.ca/primeur. Et à cet endroit, vous allez être en mesure de vous inscrire pour recevoir les primeurs. Et il y en aura énormément dans les prochaines semaines. Alors, n'hésitez surtout pas à vous diriger vers ce site internet-là, cette page web-là, justement pour vous inviter, pour vous inscrire plutôt, pour ne rien manquer des primeurs qui s'en viennent sur le site. Comme je vous dis, il y en aura énormément dans les prochaines semaines. Et incidemment, j'aimerais aussi vous inviter, pour ceux et celles qui nous écoutent sur Stitcher, sur SoundCloud ou encore sur iTunes, à ne pas hésiter à laisser votre note, un review directement dans les plateformes. Donc, vous pouvez laisser une note. N'hésitez surtout pas et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur le podcast. C'est très, très, très apprécié. Alors, prenez quelques secondes pour me laisser un petit mot directement dans les plateformes. Ça va être très apprécié. Je lis tous ces commentaires-là. Vous pouvez également me communiquer des invités que vous aimeriez que je reçoive ou encore des sujets que vous aimeriez qui soient abordés sur l'accélérateur dans les prochains épisodes. Donc, vous pouvez le faire directement sur mon courriel ou sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux ou encore directement dans la plateforme dans laquelle vous écoutez l'épisode en ce moment. Avant de vous laisser à l'épisode, à l'entrevue plutôt, j'aimerais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Granby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine.
Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements à production extrême, peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de production extrême a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale dédiée aux auditeurs de l'accélérateur, disponible au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Tatiana Saint-Louis. Merci beaucoup, Tatiana, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Ben, merci de m'avoir invité. Tatiana, j'aimerais ça que tu prennes 2-3 minutes pour te présenter, nous donner un petit peu ton parcours, de où tu arrives, qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie. Mm-hmm. Donc, mon nom est Tatiana Saint-Louis. Je suis une spécialiste des communications. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans les communications. Aujourd'hui, j'ai 2 chapeaux. Je suis la fondatrice de Aime ta marque, qui est comme initialement un blog, mais aussi une entreprise dont la mission est d'aider les femmes, qu'elles soient des femmes de carrière ou entrepreneurs, à développer leur marque personnelle. Et de jour, je suis conseillère aux communications pour l'Université Concordia. Et ce qui est intéressant avec mon parcours, c'est que j'ai un parcours un peu atypique parce que je viens du monde des lettres et de la littérature. Et je me suis réorientée dans les communications, le marketing et la business, l'entrepreneuriat. Donc, de là ton background, puis ce que tu offres aussi comme service aux femmes, comme tu disais, ben, pas juste aux femmes, mais en priorité aux femmes, si on peut dire. Là. C'est ta cible principale, on va dire. Oui, c'est ma cible principale parce que justement, je trouve qu'il y a comme un manque au niveau du branding personnel, surtout chez des femmes qui pensent que, bon, elles n'ont pas l'éducation, elles n'ont pas les attributs pour viser haut, pour atteindre leurs ambitions. Fait que c'est pas que je veux pas servir le public masculin, c'est juste que j'ai fait ma cible principale auprès des femmes, surtout des travailleurs autonomes, des jeunes entrepreneurs, des gens qui vraiment veulent se lancer, mais aussi des femmes de carrière qui peut-être savent pas quoi faire avec leur diplôme ou elles veulent se réorienter. Des choses comme ça. Okay. C'est ça. Je les aide vraiment plus pour développer leur marque, développer leur présence sur le web, puis utiliser les atouts qu'elles ont pour vraiment savoir se vendre, entre guillemets, sur le marché du travail ou auprès de clients. OK. Parlant de diplôme, toi, tu as un diplôme en littérature. C'est un peu le sujet, l'angle du sujet du jour, c'est un peu tiré de ça, c'est-à-dire que tu offres des formations qui montrent aux gens un peu comment écrire pour le web, parce que oui, il y a une distinction à faire quand on parle d'écriture pour le web versus l'écriture pour un livre ou pour n'importe quel autre, comme on l'apprend à la petite école, autrement dit. Là. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Quelles seraient les différences majeures, selon toi, entre l'écriture qu'on apprend justement à la petite école puis l'écriture web? Ben c'est ça, c'est intéressant parce que, bon, comme tu l'as mentionné, j'ai une maîtrise en littérature, mais j'ai aussi un certificat en rédaction professionnelle. Puis c'est une des premières choses que vraiment m'a marqué, c'est comment on voit la distinction entre l'écriture, que ce soit l'écriture journalistique ou littéraire et l'écriture qu'on fait sur le web. Le plus important, je vais d'abord commencer par ce qui est pareil, puis je vais te dire après ça qu'est-ce que je trouve qui est vraiment distinctif au web. La première chose, c'est que n'importe quel type d'écriture, puis ça parfois on l'oublie, c'est un travail d'empathie parce que c'est un travail de communication. Donc, il faut tout le temps penser à qui est notre lecteur, qui est notre public. C'est sûr que quand on écrit un texte littéraire ou de la poésie ou n'importe quoi d'autre, c'est sûr que on entre dans un autre ordre qui est comme l'ordre artistique, mais là, je parle, mettons, des textes de communication. Là, on parle, mettons, de communiqués de presse ou d'articles journalistiques, justement. Il faut penser à notre public et vraiment se demander qu'est-ce qu'il veut lire, qu'est-ce qu'il veut entendre et comment il veut l'entendre. Maintenant, quand on parle de comment on écrit sur le web, il y a plusieurs spécificités qu'il faut garder en compte, notamment le comportement du lecteur web. Puis je suis sûre que vous l'avez expérimenté, toi,
quand tu lis soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu lis pas de la même façon que quand tu lis un livre assis dans ton salon. Puis, tu as sûrement des objectifs différents aussi, même si c'est le même texte. Puis, il y a 4 grandes caractéristiques du lecteur web. Puis la première, c'est que le lecteur web, souvent, il va être orienté tâche. On sait tous qu'aujourd'hui, on est bombardé d'informations de partout et souvent, quand on va se tourner vers le web, c'est parce qu'on a une question, on veut avoir une réponse rapide, on veut savoir immédiatement c'est quoi, comment on remplace la farine dans notre recette de je sais pas trop quoi. Puis, on n'a pas vraiment le temps de niaiser à chercher de l'information. Donc, première caractéristique, on est beaucoup plus orienté tâche quand on lit sur le web que quand on lit un livre, par exemple. Ensuite, ce qui va avec cette caractéristique-là, c'est que le lecteur web est un lecteur impatient. On dit qu'il y a, pour se faire une opinion d'une page web, le lecteur prend environ 3/10 de seconde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête quand on écrit pour le web, c'est qu'on a très, très, très peu de temps pour attirer l'attention du lecteur puis pour lui démontrer que ce qu'on écrit, c'est ce qu'il est venu chercher dans le fond. Ensuite, la lecture à l'écran, prend plus de temps, en fait, que la lecture papier. Puis ça, c'est quelque chose qui a été prouvé aussi. C'est 25% de fois plus lent, 25% plus lent de lire sur un écran que de lire sur papier. Et bon, ça fatigue les yeux aussi, d'où là, il y a beaucoup de spécificité aussi sur... C'est pour ça que, tu sais, on n'aime pas ça lire des textes qui sont écrits petits sur un ordinateur ou quand c'est des gros paragraphes vraiment, vraiment denses. Donc ça, c'est des choses à garder en tête. Et finalement, le lecteur web, il va scanner une page au lieu de la lire. Puis ça, c'est quelque chose qui est relativement différent de comment on approche la lecture d'un livre. C'est que en général, bon, on va lire mot à mot quand on va lire un livre, bien que, bon, il y a des techniques de lecture qui sont différentes, mais le lecteur web va scanner, puis même il y a eu des recherches en usabilité qui ont démontré que le lecteur, il lit comme un F. Fait qu'il va lire, mettons, la première ligne en haut. Après ça, il va scroller, il va faire défiler la page pour voir est-ce que l'information se trouve là. Puis là, il va remonter puis continuer à lire si ça l'intéresse. Donc ça, c'est un type de lecture qui est un peu différent de comment on lit un texte papier. J'ai même déjà lu quelque part que c'était hyper important sur le web d'avoir absolument un résumé de l'article dans le bas de la page, dans le bas de l'article, justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire le chapeau. Après ça, ils vont se rendre complètement en bas de page pour aller lire le résumé. Puis s'ils voient que ça a du sens et que ça correspond à l'information qu'ils vont chercher, là, ils vont remonter en haut puis ils vont vraiment prendre le temps de lire en détail qu'est-ce qui se passe. Oui, puis ça, c'est une pratique qu'on peut voir notamment sur Reddit. Souvent, ils vont faire ça. Ils vont dire, vous êtes obligé d'écrire un petit résumé à la fin parce que les gens ne vont pas se taper des millions de paragraphes de lecture. Puis, ça démontre aussi pourquoi c'est important, les sous-titres, surtout dans l'écriture web. Donc, il y a des choses qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école quand on nous apprend à écrire, mais qui sont de plus en plus intuitives quand on doit commencer à écrire sur le web. Les sous-titres, entre autres, qui sont nécessaires, pour ne pas dire essentiels à tout ce qui est SEO dans la lecture de tes textes sur le web. Absolument. Sur ton site, tu parles à un moment donné, j'ai scanné ton site, à un certain moment, tu parles d'une triade contenu, public, moment. Ça, c'est vraiment, c'est central à tout exercice de communication. Puis, je sais pas si tu as déjà entendu la fameuse phrase « Une bonne communication, c'est passer le bon message au bon public au bon moment », mais c'est là vraiment qu'on parle de la triade. Puis, j'en parle comme d'une triade parce que s'il y a un des aspects qui manque ou qui est plus faible que l'autre, on risque de ne pas passer son message de façon efficace. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut notamment se rappeler quand on fait du marketing de contenu ou quand on blogue, c'est que on peut écrire le meilleur article qui soit au monde, mais si, par exemple, on diffuse au mauvais moment, il va passer inaperçu ou il va créer une réaction qui est complètement différente de ce qu'on aurait souhaité pour nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. OK.
aujourd'hui, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ne se sont pas lancés encore, qui n'ont pas nécessairement de blog, qui ne sont pas non plus lancés dans de la création de contenu, que ce soit à l'écrit ou peu importe. Selon toi, là, pour les gens qui ont besoin de se lancer en blog, ce serait quoi les premières étapes dans l'ordre? Qu'est-ce que les gens devraient faire pour se lancer? Là, ceux qui sont encore hésitants par rapport à ça. Ben là, c'est sûr que le blog, c'est quelque chose qui a été popularisé dans les dernières années, puis qu'un peu tout le monde veut avoir un blog d'entreprise ou un blog personnel, puis tout le monde dit je vais me partir un blog là, en fin de semaine. Bon, la première chose avant que je réponde à ta question, c'est que je veux quand même rappeler aux gens que quand on s'embarque dans le blog, dans le blogging, en tout cas, dans le blogging, disons-le comme ça. Le blog, On s'embarque dans quelque chose qui va demander énormément de temps et d'efforts. Et ça va demander de la stratégie aussi, sinon c'est très, très chronophage, tout comme n'importe quelle stratégie de réseaux sociaux ou de communication marketing que vous allez mettre en place. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser, à réfléchir à 2 fois avant de se lancer parce que c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coin de table un lundi matin après avoir passé la journée à travailler. Donc, que ce soit un blog d'entreprise ou un blog pour développer sa marque personnelle, ça va demander beaucoup d'investissement. Donc, maintenant que ça, c'est mis au clair, la première question à se poser, puis moi, je pense qu'on blogue, ben à moins que vraiment, là, vous vouliez bloguer par passion, puis c'est quelque chose que vous voulez faire parce que vous vous en foutez un petit peu que les gens lisent ou non, ou qu'il y ait un impact quelconque sur votre... Sur votre... Dans le fond, si vous bloguez comme si c'était votre journal, c'est pas vraiment à ces gens-là que je m'adresse, ni avec ma formation, ni avec ni dans ce que je vais dire maintenant. Mais c'est vraiment si vous avez des objectifs, soit comme de notoriété ou des objectifs d'affaires, et que vous voulez utiliser le blog pour agrémenter votre stratégie de contenu. Donc, la première question à se poser, ça serait vraiment justement c'est quoi votre objectif avec ce contenu-là? Est-ce que c'est justement, vous voulez augmenter la notoriété, vous voulez être reconnu comme un expert, vous voulez augmenter la visibilité de vos produits? Est-ce que c'est un blog informatif qui va servir, par exemple, pour vos clients qui auraient des questions? Est-ce que c'est pour finaliser des ventes? Est-ce que ça fait partie de votre marketing funnel dans un certain sens? Et si oui, où est-ce que ça se situe? Donc ça, vraiment, cibler vos objectifs de contenu, c'est la première étape. Puis, ça demande quand même une pensée stratégique, puis ça va vraiment mettre la base sur le ton et quel type de contenu va être partagé sur le blog aussi. Donc, si vous voulez vraiment bloguer stratégiquement, ça, c'est vraiment la première étape. Puis après ça, quelque chose qui est vraiment lié avec cette étape de réflexion-là, c'est est-ce que ça s'arrête avec la mission ou les objectifs de l'entreprise? Puis là, je dis entreprise, mais quand on parle d'une marque personnelle, c'est sûr que, tu sais, on peut utiliser les mêmes termes. Est-ce que ça s'arrime avec votre mission ou vos objectifs de carrière ou, tu sais, est-ce que vous voulez vous rendre un petit peu plus loin? Puis, naturellement, le blog va être un élément dans une stratégie de contenu ou dans une stratégie marketing plus élaborée. Donc, ça serait vraiment de se demander où est-ce qu'on place ça, puis est-ce que ça va être justement, genre, tu sais, mon blog post qui va faire comme c'est avec ça qu'on finalise la vente, ou ça va être un blog d'entrée pour justement capturer des leads, pour capturer des clients. Donc, ça, c'est des questions à se poser. Puis, en passant, bon, je sais qu'on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais les objectifs de contenu, c'est quelque chose dont je vais justement parler dans le webinaire que je vais vous présenter là, un petit peu plus. OK. Parfait. Bon. Alors là, les gens ont pris action, ils ont démarré leur blog. Il y en a beaucoup qui hésitent à se lancer ou qu'une fois qu'ils sont lancés, rencontrent le fameux syndrome de la page blanche. Ce fameux syndrome-là qui fait en sorte que, là, dans le cas présent, quand on parle de blogging sur le web, c'est plus une page blanche, c'est un écran blanc, mais quand même, les gens ou il y a des gens qui ont peur aussi que les lecteurs n'auront pas d'intérêt sur ce qu'ils vont écrire.
il y a personne qui s'intéresse à ça. Mm-hmm. Tu sais, comment moi, je pourrais être intéressant, puis que les gens, bon, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui ont peur, qui ont ces peurs-là, dans le fond? Ben, la première chose, c'est que n'importe quelle stratégie marketing, c'est quelque chose, c'est itératif. Donc, on va faire des choses, on va faire des erreurs, mais l'important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Donc, il n'y a rien de final sur le web. Ouais. Puis, il n'y a rien comme qui est absolument... Ben, il y a des choses qui sont finales dans le sens... On pense tous à des tweets qui n'auraient jamais dû être ou des choses qu'on ne peut pas effacer, genre du monde virtuel. Mais tantôt, quand j'ai dit les étapes de créer un blog, c'est sûr qu'il y a d'autres étapes aussi qui seraient importantes, comme par exemple identifier votre public et vos personas. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, surtout quand on s'embarque dans un geste de communication aussi important que la communication par le blog, c'est de savoir à qui vous adressez, puis est-ce que vous avez une bonne idée de ces gens-là. Mais pour bien créer un persona, si vous commencez une entreprise, ça se peut que vous soyez un petit peu off, que vous ayez une idée de votre public, mais que finalement, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un d'autre qui lit vraiment ou qui est intéressé par ça, ou que votre client a changé, votre client type a changé. Donc, c'est vraiment... d'utiliser le blog comme un outil exploratoire aussi pour apprendre un petit peu plus sur votre clientèle. Puis ça, je trouve que quand on prend cette approche-là, ben on a de moins en moins le stress d'écrire puis que les gens sont pas intéressés. C'est sûr que, bon, s'il y a personne qui lit vos articles, mais ça se peut que ce soit parce que c'est pas intéressant, mais ça se peut aussi que ce soit parce que vous l'avez mal diffusé, parce que vous avez pas fait tous les gestes qui viennent autour là, pour vraiment que votre contenu touche aux bonnes personnes. Mais en termes de page blanche, moi, tout ce que je peux vous dire, puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente, qu'on soit un écrivain ou n'importe quoi, c'est qu'il faut juste continuer à écrire. Peu importe, là, c'est comme se dire, genre, bon, aujourd'hui, ça sort pas, mais je vais écrire 3 phrases. Puis demain, je vais écrire un autre 3 phrases. Puis à chaque jour, je vais écrire 3 phrases. Puis peut-être comme les 3 phrases que j'ai écrites lundi, c'était vraiment pas bon, je vais les enlever. Là. Mais le but, c'est de tout le temps se forcer un petit peu à écrire parce que c'est vraiment une pratique. Puis vous allez devenir vraiment meilleur. Tu sais, moi, avant de relancer mon blog Aime ta marque, j'avais pas écrit depuis un bon moment. Puis même moi j'écris beaucoup, là. J'ai écrit beaucoup dans ma vie. Ça m'a pris... J'étais rouillée, là. J'avais besoin de me remettre dans... Ça me prenait du temps à écrire un article de 1200 mots. Puis au fil du temps, ça devient de plus en plus facile. Puis là, la dernière chose, peut-être que je veux dire par rapport à cette question-là, c'est les plans de contenu. Ça aide vraiment beaucoup. Donc, dès que vous avez une idée, ayez comme un fichier Excel ou un Google Doc ou n'importe quoi où est-ce que vous notez juste vos idées qui vous viennent. Puis après ça, essayez de faire un plan justement par rapport à vos objectifs d'entreprise ou vos objectifs de contenu, de comment planifier ce contenu-là à travers le temps. Comme ça, vous avez tout le temps quelque chose que vous pouvez continuer à faire de la recherche ou écrire là-dessus si jamais vous avez plus d'idées. Puis gardez-vous-en des faciles des fois, là, parce que des fois, on se donne des articles difficiles à écrire, mais là, on pourrait parler longtemps des articles evergreen, puis des articles qui sont plus temporellement pertinents, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une banque d'idées, là, dans le fond. Oui, puis je pense que de toute façon, à la base, tu sais, la clientèle à qui tu t'adresses, c'est une clientèle de gens qui sont, comme tu disais tantôt, des travailleurs autonomes, des choses comme des petites entreprises, des TPE, là, très petites entreprises. Ces gens-là, habituellement, ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Mm-hmm. Avec ça, déjà, en partant, ça devrait un peu atténuer le syndrome de la page blanche parce que quand on parle de quelque chose qui nous passionne, on est entre amis ou on est en famille, on parle de quelque chose qui nous passionne, on a l'impression qu'il n'y a pas rien qui va nous arrêter. Là, donc, en principe, on devrait être capable de trouver des sujets un peu plus facilement. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'éventuellement, on n'aura pas un syndrome de page blanche quand même, mais quand on est passionné par ce
par le sujet qu'on traite, et évidemment, ça va faciliter les choses. Puis je pense qu'il faut aussi se rappeler que le blog, puis n'importe quel exercice comme ça, c'est comme un dialogue. Puis si jamais vous avez du feedback ou de vos lecteurs ou de vos clients ou même de gens avec qui vous parlez, que ce soit en réseautage, puis que ces gens-là, ils posent des questions sur votre entreprise ou ils posent des questions sur votre travail ou sur le sujet qui vous passionne, bien, écrivez donc sur ces questions-là comme si vous répondiez à quelqu'un, tu sais. Puis ça, c'est pas difficile. Des fois, on se dit, ah, ben là, ça va être trop basic, nanana. Mais c'est fou comment on oublie des fois que nous, on est un expert dans quelque chose, mais que le reste de la population l'est pas. Puis des fois, il faut revenir aux bases. Oui, tout à fait. L'autre, juste un dernier petit commentaire par rapport à ça, quand on parlait des gens là, qui ont peur que les lecteurs n'aient aucun... En fait, qu'il n'y ait pas de lecteurs, là, que les gens n'aient pas d'intérêt pour nos choses. J'ai entendu quelqu'un qui est un peu connu, qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui disait récemment, qui disait la façon dont vous racontez quelque chose, même s'il y en a eu 1 million d'autres qui l'ont fait, la façon dont vous allez le raconter, c'est unique. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça prend tout son sens, puis la façon dont vous allez le raconter, les gens, peut-être vous allez trouver une façon de raconter qui va aller toucher quelqu'un qui va avoir lu le même texte sur le même sujet d'un autre, puis que ça va avoir passé comme un coup d'épée dans l'eau parce que ça ne l'aura pas touché de la façon dont cette personne-là va l'avoir raconté. Donc, c'est un peu la façon dont lui traitait ce concept-là pour dire aux gens, mais mettez-vous en action, puis allez-y. Oui, c'est un mot très trendy, là, le storytelling. Puis les marques vraiment sont beaucoup là-dessus, que ce soit même en publicité ou n'importe où. Là, le storytelling, la façon de raconter, c'est ça qui va attirer, dans le fond, le following. Oui, exact. En plein ça. Tatiana, j'aimerais ça que tu nous livres, à chaque fois que je reçois un invité sur le podcast, je leur demande un truc d'accélération. Donc, un truc qui permettrait aux gens là, de passer à la deuxième vitesse là, pour mettre en place un blog efficace. Tu nous as donné des idées de base. On a parlé de syndrome de page blanche. On a parlé de peur, etc. Là, on est en place, puis là, on veut passer à la deuxième vitesse. Ce serait quoi ton truc d'accélération par rapport à ça? C'est comme un truc d'accélération, mais un retour à la base, peut-être, parce que je pense que quand on commence à faire beaucoup de travail sur ce genre de stratégie, on oublie de revenir à ça. Fait que rappelez-vous de ça si vous êtes en période un peu stagnante, c'est de toujours se rappeler qu'on écrit pour le lecteur. Puis ça, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, à n'importe... Moi, j'ai des clients, justement, que ce soit à Concordia ou n'importe où, puis je leur dis, est-ce que vraiment ce que tu es en train de livrer comme message, c'est le message que toi, tu veux livrer pour ton entreprise ou c'est le message que le client, il veut entendre ou le lecteur, il veut entendre? Puis ça, vraiment, c'est faire une espèce de shift. Puis quand, au début de l'entrevue, je disais l'écriture, c'est un travail d'empathie, c'est vraiment de se remettre, quand on fait du marketing de contenu, on ne fait pas de hard sell. Il n'y a jamais de vente vraiment directe. Donc, c'est tout dans la relation de confiance qu'on crée avec notre lecteur. Puis tout ça, ça va à travers l'empathie puis de savoir comment est-ce que je peux le mieux aider ou équiper ou peu importe mon lecteur sans penser nécessairement à c'est quoi comme l'objectif de vente que je dois atteindre ce mois-ci. Là. Ouais. Puis parallèlement à ça, quand vous bâtissez vos plans de contenu, assurez-vous quand même qu'il y a toujours un call to action, que vous avez toujours en tête cette pièce de contenu que je suis en train de créer. Pourquoi je la crée, puis c'est quoi la prochaine étape à laquelle je veux que la personne qui lit cet article-là passe. Est-ce que c'est de s'inscrire à mon infolettre? Est-ce que c'est de me contacter par téléphone? Peu importe. Mais de tout le temps avoir ça en tête, sans nécessairement... Là, je vous disais, genre, pensez à votre lecteur, pensez pas à vos objectifs. Là, je vous dis, pensez à votre objectif. Mais si vous faites ça dans votre plan de contenu, sans nécessairement que ce soit le but de votre rédaction, vous allez quand même savoir comment plugger ça à la fin, là, ou peu importe dans le texte.
Puis en même temps, dans ces textes-là que tu fais, quand tu parlais tantôt d'avoir toujours en tête le lecteur, ben il y a moyen justement de leur amener une valeur supplémentaire à partir d'un texte qui est là et de les faire passer quand même à une deuxième étape par rapport à nous, mais toujours en leur apportant de la valeur supplémentaire sur un sujet qui est connexe ou qui est en contexte avec l'article de blog, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, la personne va pas avoir l'impression qu'elle se fait insérer dans la gorge quelque chose qui n'a pas nécessairement de rapport avec voilà. ce qui est en train de lire. De toute façon, le taux de conversion est radicalement faible là, quand on essaie de traiter des choses qui ne sont pas reliées. Est-ce que tu as des ressources, des inspirations que tu pourrais partager avec les auditeurs sur ce sujet-là qui ferait en sorte que pour quelqu'un qui veut pousser un peu plus loin, évidemment, on va mettre tous tes liens à toi, là, donc le site Internet. Tu parlais tantôt d'une formation, on en a brièvement discuté, donc il y aura, je pense, des webinaires, des formations qui s'en viennent. On va mettre ça aussi dans les notes de l'épisode, puis tu pourras nous en parler peut-être un peu plus tantôt. Mais est-ce qu'il y a des ressources ou des inspirations que tu pourrais nous partager? Moi, il y en a une que j'aime particulièrement, puis c'est HubSpot. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est vraiment c'est du inbound marketing, fait que c'est tout ce qui a rapport justement là, aux listes d'emails. Je m'excuse si je parle en anglais, là, j'espère que c'est pas un problème. C'est correct, non. Il y a beaucoup de contenu en anglais là-dessus. Ouais. Donc, bon, je sais qu'il y a HubSpot France, mais ils offrent genre des petites formations gratuites aussi, que ce soit pour les listes de courriels ou justement genre du marketing de contenu de base. Donc ça, c'est vraiment... Ils ont un bon blog aussi sur lequel ils offrent vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de to-dos, tu sais, de to-do list, comment... les 5 étapes pour arriver à telle affaire. Donc, ils sont bons parce que dans le fond, c'est ce qu'ils vendent, puis leur site démontre bien qu'ils ont compris leurs propres principes dans un sens. Fait que c'est une bonne ressource à avoir. Puis c'est ça, vous pouvez même faire leur formation, puis après ça, genre, je pense qu'il y a des représentants HubSpot dans les villes qui peuvent faire de la consultation là, en entreprise aussi. Là. OK. Parfait. Donc, oui, HubSpot, c'est définitivement c'est une sommité dans une référence là, dans le domaine. Là, donc, oui, tout à fait. J'aimerais aussi que tu puisses nous parler. J'ai 2 questions éclairs. La pédale au fond, c'est des questions surprises. Donc, tu sais pas où on s'en va du tout avec ça. Deux questions. Donc, la première question. Quel sera le défi le plus important pour Tatiana Saint-Louis en 2018? Le défi le plus important, mais là, je vous ai dit en début d'entrevue que j'ai un travail et une business. Donc, c'est quand même un défi qui s'étend, mais c'est de trouver le temps de vraiment développer parce que j'ai beaucoup d'idées pour Aime ta marque et j'ai beaucoup de projets, mais c'est vraiment de trouver le temps, de pouvoir les mettre en place, de trouver les bonnes personnes pour les mettre en place parce que, justement, là, je veux vraiment donner le plus de valeur possible, mais quand on a un employeur principal, ben ma loyauté va vers lui pendant beaucoup de temps de ma semaine, mettons. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ton plus gros défi, c'est d'arriver à arrimer tout ça pour faire en sorte qu'à un moment donné, il reste du temps pour d'autres choses aussi, c'est ça? Ouais, ben en fait, tu sais, je pense que c'est trouver un équilibre, mais aussi amener Aime ta marque, parce que là, pour le moment, c'était beaucoup un blog de ressources. Puis là, bon, on a commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'ai lancé cette formation qui était la première formation d'Aime ta marque, la première formation en ligne d'Aime ta marque. Mais là, j'ai 2-3 autres formations que je voudrais lancer. Puis il y a une couple de produits aussi live, là, des événements live que j'aimerais organiser avec d'autres professionnels. Donc, c'est vraiment essayer de trouver le bon timing pour faire tout ça, puis donner l'amour que je dois donner à ces projets-là de façon
sans devenir folle, mettons. OK. Ma deuxième question, c'est justement en rapport avec la formation. Tu en as fait brièvement mention pendant l'entrevue. Là, tu viens d'en reparler encore un petit peu. Explique-nous, c'est quoi la formation? Y a-t-il un webinaire qui s'en vient? Tu parlais d'un webinaire. Bon, brosse-nous un tableau là, global de qu'est-ce que ça représente. Bon, ben la formation, ça s'appelle Bloguer plus, bloguer mieux, maîtriser les principes de l'écriture web. Puis, c'est ça, c'est une formation d'entrée. C'est pour les blogueurs et rédacteurs débutants ou intermédiaires, ou même si vous êtes responsable de contenu dans une entreprise ou des choses comme ça pourrait vous intéresser. Là, on parle vraiment, tu sais, il y a beaucoup de formations qui existent qui sont sur comment bâtir un blog, comment partir un blog, mais celle-ci est vraiment plus spécifiquement sur la technique de l'écriture web, où est-ce qu'on parle justement de lecteurs, on parle des techniques spécifiques pour s'assurer que le texte est bien lu, bien compris, mais on parle aussi de marketing de contenu puis de stratégie là-dedans. On parle de référencement, d'optimisation, de comment utiliser les images, des choses comme ça dans un texte. Donc ça, c'est vraiment la formation. Puis si vous voulez avoir un petit aperçu peut-être du type de contenu, ben le 8 mars prochain, soit jeudi prochain, à 18h, je fais un webinaire gratuit qui est spécifiquement sur comment cibler ses objectifs de contenu. Donc, quand on a un blog, c'est vraiment plus spécifiquement pour le blog, pas nécessairement pour les infolettres ou d'autres choses, mais c'est ça. Je vais être là, je peux répondre à vos questions aussi, là, si vous en avez. OK. Bien, je vais avoir les liens de ce webinaire-là que je vais mettre directement dans les notes de l'épisode. Donc, les gens qui sont intéressés par ça vont pouvoir aller jeter un œil le 8 mars prochain. C'est à quelle heure le webinaire? C'est à 18h. À 18h. 18h, heure du Québec. Heure du Québec. Heure du Québec. Bon, parfait. Donc, et par la suite, il y a toujours la formation. La formation, c'est bloguer plus, bloguer mieux, tu disais, c'est ça? Mm-hmm. Maîtriser les principes de l'écriture web. Et bon, c'est ça, c'est une formation d'environ, c'est des vidéos, c'est 6 modules. Puis, il y a aussi des petits exercices qui accompagnent chaque module. Donc il y a quand même du support autour du contenu qui est donné. Puis c'est en français, naturellement. La formation, c'est en complément au webinaire que tu vas faire la semaine. Ouais, les deux sont pas mal sur des sujets assez connexes, là. Ils vont bien ensemble, mettons. Bon, ben super. Alors, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Et puis, il y aura aussi les liens pour te rejoindre sur les médias sociaux. Je pense que tu es quelqu'un qui est assez actif sur Instagram, entre autres, sur Facebook aussi. Donc, je mettrai les liens pour que les gens puissent aller te faire un petit coucou puis jaser avec toi sur les sujets que tu affectionnes particulièrement. Le mot de la fin te revient, Tatiana. Qu'est-ce qui s'en vient? Là? Ben là, on sait qu'il y a des webinaires, formations qui s'en viennent, mais sinon, dans un horizon de quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bon, ben, je suis en train de voir si je peux justement créer une formation sur la présence web. C'est quelque chose qui serait la prochaine étape justement pour Aime ta marque. Donc, pas seulement le blog, mais aussi comment bien utiliser les réseaux sociaux pour propulser sa marque personnelle et des événements probablement qui auront lieu à Montréal en collaboration avec des entreprises, des personnes dont je peux pas vraiment vous divulguer le nom, mais quelque chose de le fun autour de la mission et de la mission personnelle et de la marque personnelle. Super! Voilà. Ben, on va garder un œil là-dessus. Un gros merci, Tatiana. C'est super apprécié. Merci de ton temps. Je pense que les gens vont avoir apprécié. Je pense que tu as un projet, tu as des produits également qui sont différents de ce qui se fait sur le web. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu as le background aussi. Tu as la formation, puis tu as les compétences pour livrer ces formations-là. Puis je pense que c'est particulièrement pertinent pour les gens qui veulent en apprendre plus, justement, ou soit écrire mieux ou carrément commencer à écrire. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, la meilleure des chances pour toi, pour le webinaire la semaine prochaine et pour la formation, et pour les autres trucs que tu as sur la planche. Et puis, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est une super initiative d'avoir autant de contenu, justement, partagé avec tes auditeurs. Super. Un gros merci, puis on se reparle bientôt. Merci. Bye. Merci. Ciao.
Comme j'ai mentionné durant l'entrevue avec Tatiana Saint-Louis, je vais laisser dans les notes de l'épisode, évidemment, le lien pour se rendre directement sur le webinaire du 8 mars prochain. Et vous pourrez également trouver les liens pour la trouver sur les médias sociaux, mais aussi sur son site internet. Je pense que vous allez découvrir quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait, comme elle l'a tout à fait bien laissé transpirer tout au long de l'entrevue. Et vous allez trouver une façon de vous perfectionner dans votre façon de faire votre blogging, dans la façon d'utiliser votre blog. Et ça, sa méthode unique à elle, la façon dont elle l'approche, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Donc, jetez un œil là-dessus. Je dirais, ça vient un peu en complément avec l'entrevue que j'avais réalisée l'été dernier avec Lignancia, qui lui nous avait parlé de l'avenir du blogging. C'est l'épisode 007 qui a lieu le 23 juin dernier. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir un peu un autre angle et aussi l'avis de ce que sera le blogging dans les prochaines années, eh bien, jetez un œil sur cet épisode-là, l'épisode du 23 juin dernier. Je pense que vous allez apprécier énormément. Donc, voilà qui termine cet épisode 79 de l'Accélérateur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 80, déjà le 80e épisode, et on commence déjà à penser au 100e épisode qui s'en vient à grands pas. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!